Caracol se tient debout sur un rocher plat, à 5 mètres de l'îlot où nous nous sommes résolus à bivouaquer. Il n'a pas attendu la fin du repas pour se lever et pour entamer une série rapide de tours de jonglage avec l'aide et l'agile participation de cette loutre qui nous suit à la trace depuis 2 semaines maintenant. Il a retrouvé sa forme des grands jours. Spontanément, nous nous sommes alignés en fer à cheval autour du feu face à lui. Je reprends au début. Après-demain, donc, je sont, tu, il, nous, vous sommes à... Shawandasi. Claire. Et peut-on savoir, cher troubadour, ce qui vous permet d'être aussi affirmatif? Bonne et délicieuse question, prince des brumes et des frayères. Larco, puis-je séant emprunter ta sémillante cage d'osier? Sans donner l'impression de tirer sur la corde, Caracol fit descendre la cage jusqu'à lui. Il soulève alors la trappe d'osier. Il s'agit d'un écureuil parachute de l'espèce Scatara rubens. On le trouve exclusivement dans les forêts linéaires de pins. Il se déplace essentiellement par bond volant de branche en branche sur des distances parfois spectaculaires. Il a dû être arraché en vol par une violente rafale. Même à la faveur d'un courant jet, un écureuil ne peut guère être transporté dans les airs à plus de 4 ou 5 lieues de son habitat. Donc, ça voudrait dire qu'on se trouve à moins de 5 lieues d'un village. L'euphorie monte d'un coup, incontrôlée et collective. Une joie ventrale et un soulagement à peine imaginable nous empoignent, nous jettent dans les bras les uns des autres. L'hymne de la horde s'élève spontanément du groupe, orchestré par Caracol, tonné par Golgoth, hurlé par le fer, reprise en écho par tous les membres du pack sous les accords intercalés d'un silence hilar. Avec sagesse, Caracol attendit que l'euphorie se tasse, puis il interrompit les chants et fit taire la musique. Nous vivons ensemble depuis 5 ans, et nul d'entre vous ne sait qui je suis ni d'où je viens. Nul ne connaît mes possibilités, réelles et irréelles, stimulantes ou simulées. Je les découvre moi-même à mesure que je les crée, sans les comprendre toujours, sans guère m'en souvenir. En 5 ans, je me suis attachée à vous avec une profondeur que je n'aurais pas cru possible. J'ai découvert le sens du mot amitié, des mots amitour et amourtier. J'ai découvert que je pouvais souffrir d'une séparation, d'un départ, d'une absence, d'une mort. Avant vous, en bon fréole, j'oubliais, j'avançais libre et délié de tout. Aujourd'hui, je souffre de la mort de Karst. Je souffre de la mort de Sphésieste. Je souffre de la mort de Barbac. Nous aussi, Carac. Tout le monde en souffre ici. J'en souffre parce qu'ils ne sont pas morts, parce qu'ils sont encore là, avec nous, et que personne n'a l'air de le sentir comme je le sens, et que personne ne les aide. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que leur vif est encore là. Leur vif? Là, autour de nous, avec nous, et ils sont orphelins. Caracol pénétra alors dans l'eau et appela d'un cri strident la loutre, laquelle apparut aussitôt et s'approcha. Notre troubadour la prit dans ses bras et sortit de l'étang avec elle. Il s'agenouilla au sol et retourna l'animal sur le dos en écartant les pattes de derrière. Caracol écarta une touffe de fourrure et nous présenta, éclairé par le feu, un coin quasi imberbe du ventre de la loutre. L'animal ne bougeait à présent plus. Il y avait un tatouage vert sombre très visible. C'était le blason de Svédieste. La loutre se remit alors d'elle-même sur ses pattes et elle se faufila doucement jusqu'à Caliroé. Son museau se nicha dans le cou de notre feuleuse qui la prit dans ses bras. Elle pleurait. Est-ce que c'est Svésieste? Demanda Aoi, frissonnante d'émotion. Sphésieste est mort dans le siphon, petite source. Mais il y a quelque chose de lui qui a survécu, grâce ou à travers cette loutre. On ne peut pas, à ma connaissance, fusionner des vifs. Interjeta Orochi. Le vif est la puissance la plus strictement individuelle de chacun. Il tient du nefesh, ce vent vital qui circule en nous, qui nous fait ce que nous sommes. Rien ne peut s'y mêler. Il est pur,
insécable et automoteur. Il peut seulement se disperser si sa vitesse vient à décliner. Il peut s'ajouter à un autre vif, mais pas fusionner. Une part de Zé vit dans cette loutre, c'est tout ce que je veux dire. Et une part de Barbac circule autour de nous, enchâssée dans l'air, un peu comme un rotor qui persiste un temps derrière un obstacle. Il cherche à survivre à l'écoulement axial du flux. Il cherche une poche, une niche où s'enquister, où il puisse spiraler hors du chaos des souffles qui le chahutent. Vous sentez pas ça? Si, je le sens. Je sais renifler un vif, saltimbanque. Tu m'apprends tes guns. Sache que j'ai dans mes boyaux une portion du vif de mon frangin. Ouais. Ça vous calme, ça, hein? J'avais 5 ans quand il s'est fait racler devant moi par un furvan. Je l'ai vu se faire lacérer par une saloperie de vague, une vague cafie de quartz. Le vent l'a dépioté. Il l'a dépioté comme un lièvre qu'on aurait pendu à un crochet, pareil. Et mon père me bloquait la tête contre le carreau. Il me cognait contre le verre. Regarde, qui me disait, regarde ça. Et j'ai regardé. Jusqu'au bout. J'ai pas voulu fermer les yeux. J'ai voulu savoir. Je pige pas comment il a fait, en crevant comme ça, mais il a su pénétrer en moi. C'était mon frangin. Il a su. J'ai cru un sacré bon bloc d'années que c'était sa mort qui me hantait. Mais c'était simplement sa vie, son vif. C'est lui. Et je sais ce que je lui dois. Parfois, je me dis que l'ordre a souhaité fragmenter de façon tout à fait intentionnelle le savoir que plusieurs d'entre nous ont reçu de leur formation. Cette remarque vaut pour les crônes. Elle vaut aussi pour le vif. Je ne sais pas d'où vient Caracol, ni pourquoi il sent ce qu'il sent, même si mon idée se forge et se complète, mois après mois. Sauve et moi avons essayé de mettre en commun nos recherches. Golgoth, ton expérience peut puissamment nous aider. D'autres se joindront peut-être à nous. Erg, Pietro, ainsi deviendrons-nous progressivement plus avisés, plus aptes à survivre ensemble face à ces forces qui nous dépassent encore. Je peux vous le révéler maintenant puisque Golgoth et Caracol ont parlé à cœur ouvert. Mon statut d'aéromètre et le blason dorsal qui l'authentifie me donnent accès à un savoir cryptique. Ce savoir est éparpillé tout au long de la bande de Contres. Dans certaines cités, dans des faréoles souvent isolés, tous habités et gardés par des érudits. Aujourd'hui, mon niveau me permet de ressentir, comme Caracol, et Erg aussi je pense, la présence d'un vif proche. Il me permet de sentir un rotor au sein d'une stèche ou d'un slamino, de percevoir à distance certains plis, certains cisaillements dans l'écoulement laminaire des anomalies, creux, accros, turbulences ou trous, dans le tramé de l'air. Je ne prétends pas savoir quoi que ce soit, je suis loin d'être érudite, mais je crois disposer d'une honnête sensibilité. L'écureuil parachute vient d'échapper au point de steppe. Il n'a pas fait 3 bonds que Caracol l'attrape au vol et le donne à Aoi, attendri. Des pistes et des hypothèses se forment et s'effacent à mesure dans mon esprit. Des questions surtout. Et si nous devenions capables de retenir les vifs de nos morts, que serait une horde capable de ça? Qui ne perdrait plus ses membres, qui resterait complète, au moins en termes de présence des forces. Et si aller au bout tenait à ça, à cette cohésion? Caracol a sorti de sa poche un œuf de bonne taille, très blanc. Il fait semblant de chercher ces 2 événements, mais il est évident pour moi qu'il ne cherche rien. Il sait parfaitement ce qu'il va dire. De sa manche, il extrait une poupée, un arlequin déchiré qui perd du son par une fente.
Il montre tour à tour l'œuf blanc et la poupée et annonce. Bon, prenez 2 vifs, prenez 2 crônes épars, prenez 2 événements, tenez, au hasard, l'air se vitrifie et Caracol meurt. Chacun des 2 événements existe au moins à titre potentiel dans une boucle du temps quelconque, attendant son jour, son heure, son petit 4 heures, attendant sur les dents d'être articulé au réel, précipité dans l'actuel, effectué. Et qui fait cela? Qui opère le passage? Qui plie 2 événements l'un sur l'autre? Qui les fait exister l'un par l'autre, l'un pour l'autre, l'un contre l'autre? Eh bien, ce sont les animaux syntaxiques, pardi. L'air se vitrifie puisque Caracol meurt. Ça, c'est ce qui se passera avec un puisque qui passe. Avec le donc tapis dans les parages, on vivra un l'air se vitrifie, donc Caracol meurt, qui est d'ailleurs, je le précise en passant, la bonne version de l'avenir. Je lui aurais préféré un Caracol meurt quoique l'air se vitrifie, mais ce n'est pas très correct, n'est-ce pas? Comprenez-vous l'esprit? Si Zé existe, si son vif se maintient près de nous dans cette loutre, c'est grâce à un animal syntaxique. 122 jours après avoir quitté les Fréoles et Nouchka en amont de Port-Choun, nous entrâmes, en guenilles mais debout, tout stock des flotteurs consommés, dans une cité sans âge qui devait être Chawandassi. Nous étions la première horde de l'histoire à ressortir de l'autre côté de la flaque de l'Apsane, en trace directe avec 20 hordiers d'origine formés à Aberlas. Et il n'y avait absolument personne pour nous accueillir. Nous traversâmes à pas lents une première rue, puis une seconde, débouchâmes sur une sorte d'avenue défoncée et boueuse, bordée de navires à fond plat qui faisaient office, si je comprenais bien, d'habitation. La lumière, basse et crépusculaire, filtrée qu'elle était par la brume, déclina rapidement tandis que nous cherchions, sans la trouver, la place du village. D'humeur soudain taciturne, Golgoth finit par alpaguer un airpailleur qui pliait ses filets à l'arrière d'un aéroglisseur en osier. En nous voyant approcher, l'homme sursauta presque et se recula, vaguement inquiet. Nous cherchons la plus haute autorité de ce village. L'exarque Par exemple, vous le trouverez à Chawandassi, hein. Ici, il n'y a pas d'autorité. Nous sommes une communauté de pêcheurs et de paysans d'eau. Nous ne sommes pas à Chawandassi? Ah non, ici, vous êtes à Chewan. Chawandassi est à plus de 30 lieues au sud d'ici. Vous êtes à pied? on dirait. Tu n'as jamais entendu parler d'Alticho? Jamais, jamais. Personne dans ton bled d'origine, même pas un fréole de passage ou un oblique?
personne ne t'a jamais parlé de cette cité. Mais non, je vous dis. Excusez-moi, je ne suis que Coriolis, jeune croc débutante, fille d'Airpailleur. Avant d'intégrer la Horde, j'avais même pas quitté mon village. Je ne savais même pas que les fréoles existaient. Imagine un fleuve de vent. Imagine une ville verticale qui ne serait faite que de tours immenses et branlantes de plus de 100 mètres de haut, plantées au beau milieu du courant. Imagine des beffrois de pierre et de bois, des cathédrales monotours flanquées de campaniles. Imagine des faréoles qui ululent la nuit et se répondent. Imagine des châteaux d'eau, des palais en verre juchés sur des pitons de marbre. Imagine des cabanes perchées dans des arbres majestueux avec un colimaçon enroulé autour. Imagine des colonnes vertigineuses, pas plus larges qu'un corps, avec des moines assis au sommet, les fameux stylites, qui te haranguent quand tu empruntes une passerelle de corde. Figure-toi la vie des nobles qui habitent les tours, ceux de la haute, on les appelle les tourangeaux. Ces nobles qui intriguent, qui draguent et qui dorment là-haut près du ciel et ne touchent jamais terre. Ils se déplacent en barcarolle, en ballon d'air chaud, en aile volante ou en véli-vélo. En véli-vélo ? Oui, quand ils n'empruntent pas leur pont de singe, ne sautent pas de terrasse en terrasse, ne glissent pas d'une tour à l'autre, suspendus à un câble assis dans une cage en osier. Mais n'importe quoi. Tu réinventerais la lune. Et en bas, écoute-moi bien, jeune fille, au pied de ces tours, rampent et travaillent la roture, les racleurs. En bas se tient le royaume poussiéreux de tes copains les airpailleurs qui filtrent et tamisent le vent du défilé jusqu'au delta. En bas, il n'y a que des habitats troglodytes, des galeries enterrées et quelques burons arc-boutés dans le lit du fleuvant. En bas, il y a surtout ce qui tient les nobles en l'air, ce qui permet ballons et barcaroles, fariboles et vies de palais. Mais quoi donc ? Les réflecteurs, mignonne. Alticho a cette particularité d'être situé au débouché d'un canyon très encaissé, presque une fente, une incision dans la montagne. En amont de ce canyon, tu as une vallée très large qui se rétrécit progressivement en entonnoir, si bien que le vent qui s'engouffre amont dans le goulet, il ressort aval avec une vitesse et une pression énormes. Les piles des tours ne tiendraient pas sous l'abrasion si les pionniers n'avaient eu l'idée et le culot d'installer, que dis-je, de cribler le lit du fleuve de grands panneaux en métal incliné sur lesquels vient buter le courant. Tu me suis, poupée ? Grâce à ces réflecteurs, le vent horizontal ricoche vers le haut. La cité est en quelque sorte portée, soutenue du sol par un matelas d'air ascendant qui permet aux tourangeaux de planer paisiblement en altitude. En plus d'être une merveille architecturale, Alticho est un pôle intellectuel unique dans la bande de Contres. La ville a attiré de nombreux pionniers, des chercheurs d'air, des flibustiers de grand vent. Mais elle a aussi su fixer quelques-uns des plus brillants érudits. D'après Orochi, elle contiendrait la bibliothèque la plus profonde sur l'extrême amont. Ce n'est pas étonnant, encore une fois, parce que Alticho est vraiment devenu, au fil des siècles, la base avancée de l'amont. C'est de là que les expéditions fréoles partent pour explorer l'inconnu. D'accord, mais tout à l'heure, vous m'avez dit que le canyon est quasiment infranchissable. Comment ils font, les fréoles ? Alticho est adossé à une chaîne de montagnes très élevée, le massif des Malaquites. Rocs et glace partout. Tu n'as aucun appui pour escalader. Des apics et des barres rocheuses coupent l'ascension, ça ne passe pas, ni en véhicule, ni à pied. Il n'y a pas moyen de contourner cette chaîne, au nord ou au sud ? Si, justement, c'est ce que font les expéditions fréoles et certains obliques. Mais à pied, ça demanderait presque une année. Aucune horde n'a jamais essayé cette solution. Le défilé est la trace directe, la voie évidente, la seule voie. Et par ce défilé, ça passe ? Ça n'a pas passé jusqu'à la 27e horde. Il faut dire qu'Alticho a longtemps été considérée comme la ville frontière par excellence. Jusqu'à la 18e horde, aucun scribe n'imaginait qu'il y ait quelque chose derrière la porte d'Hurle, car La porte d'Hurle ? c'est le nom du couloir qui se trouve au cœur du canyon.
la pointe du cône amont, si tu veux. Là où l'entonnoir se resserre au plus étroit avant de se réélargir. Jusqu'à la 18e horde, cette passe était mythique. Les carnets de contre que j'ai lus disent que ça hurle là-dedans plus fort que pour un furvent. C'est insoutenable. Ça terrifie d'abord par le son. Et ensuite, il y a la vitesse inhumaine. À cette époque, on imaginait que la horde qui franchirait la porte d'Hurle atteindrait l'extrême amont. Il a fallu attendre la 27e horde pour savoir. Celle du premier Golgoth? Oui, ils ont utilisé une technique de contre révolutionnaire, le contre plombé. Le premier Golgoth a demandé à son forgeron de couler des casques intégraux en acier frité de 30 kg, profilés en gouttes et évasés sur la nuque. Ça a pris 1 mois. Ces casques étaient impossibles à porter debout sans se briser les cervicales. Ils étaient faits pour contrer couchés face contre terre. Ils ont avancé ainsi, mètre par mètre, sur les 200 mètres à découvert de la passe, en rampant et en raclant leurs casques sur la roche avant d'atteindre le premier coude un peu abrité. Là, ils ont changé de casque et ils ont continué, chaînés bras-jambes en chenilles, Golgoth en tête. Ça a duré 22 heures. Et ils n'ont pas perdu un homme. Le plus émouvant est que le jour même, les airpailleurs qui travaillent sous l'écluse d'Hurle ont récupéré les casques intégraux, salement cabossés dans leur grillage. Ils ont cru que toute la horde y était passée. Certains pourtant espéraient encore, parce qu'ils ne voyaient pas les corps arriver. En retournant les casques, un airpailleur s'est rendu compte qu'à l'intérieur, il y avait des inscriptions sur le capiton de cuir. C'étaient des testaments, des messages d'adieu ou d'amour, des phrases talismans. Un seul casque était vierge de tout message. Il avait juste son poinçon de fabrication, un avec le 1 inscrit dedans. Le premier Golgoth? Oui. Lui n'avait pas douté un seul instant qu'il survivrait. Il n'avait même pas pris la peine d'écrire quoi que ce soit. C'est une ligne complètement barrée, ces Golgoth. Bonjour l'hérédité. Et nous, on a écopé du 9e, le pire de tous. C'est-à-dire le meilleur. Avec lui, princesse, nous irons au bout, crois-moi. Ou alors, ça veut dire que personne n'ira jamais au bout. La joute avait été fixée en fin d'après-midi au palais de la 9e forme du beffroi, où nous étions hébergés, Orochi, Coriolis, Caracol et moi, Sauve. Le palais était à 10 coups de pédale d'un vélo, guère plus, si l'on tirait un profit honnête des ascendances conjuguées du réflecteur et de la thermique, intercalées dont on sentait, accoudé au balcon, l'odeur de feu, de bois, montée jusqu'à nous. Nul besoin, par conséquent, de se presser. Encore que l'accumulation des barcaroles et des ballons sur la plateforme devant le palais et la vision des tourangeaux s'installant derrière les parois de verre dans l'hémicycle en une nuée de points noirs donnaient une certaine urgence à nos derniers calages. Caracol, par amitié, faute d'autre choix aussi, m'avait donc promulgué écuyer tranchant pour la joute. Charge à moi de l'épauler autant que faire se pouvait, du mot et du verbe, dans le duel que chaque tourangeau croisé nous annonçait redoutable, qui allait l'opposer à Sélem le stylite dans moins d'1 heure maintenant. Des rumeurs et des ouï-dire que nous avions pu collecter ressortaient 5 points. Sélem vivait en A7 sur une colonne de Carrare de 50 mètres de haut depuis 18 ans. Il manipulait le langage comme personne. Ses discours bénéficiaient d'un crédit intellectuel et d'une ferveur religieuse indiscutable. Il avait été provoqué en duel une centaine de fois dans son existence et il avait toujours gagné. En tant que scribe, j'avais demandé et obtenu
le règlement des joutes. Celui-ci laissait une large part au hasard, puisque sur une trentaine d'épreuves potentielles, 3 seulement étaient retenues pour le combat. Les 2 premières étaient tirées au sort, mais la 3e, point intéressant, était laissée au choix du perdant pour lui permettre, le cas échéant, de refaire son retard dans la dernière manche. J'avais persuadé Caracol de lire les minutes des duels antérieurs de Sélème. Je l'avais poussé à étudier son style et ses réparties, à analyser ses travers et ses atours. Et il en avait tiré la conclusion suivante. Le bon improvise peu. C'est un rimeur pour l'essentiel. Il ne connaît qu'une forme du rythme. Il rime long. Il contrasonne peu. Il est battable alors. Son flot manque de staccato. C'est un flot de vache à lait. Il presse ses pics et il en tire sa crème à coups de baratte. Mais tu sais, Sauve, les jurés de joute aiment ce goût de beurre. Ils sont sensibles aux rimes plates, aux barattins, avec 2 T, tu me suis. Il va falloir jouer vite pour l'acculer à des cadences dont il n'a pas l'habitude, et puis le déborder en 6 libres si j'obtiens l'épreuve. Je vais me débrouiller pour être derrière à la fin de la 2e manche. Qu'est-ce que je dois faire pour t'aider, Carac? M'écrire les mots, le maximum de mots, des verbes surtout et des expressions drôles, courtes, des monosyllabes, sur ta tablette d'argile. C'est tout? C'est tout. La joute débute dans une vingtaine de minutes. Et Caracol et Sauve ne sont toujours pas là. La salle de spectacle du Palais de la 9e forme a une jauge, m'a-t-on affirmé, de 2000 personnes. Le centre de la salle est occupé par un épais disque de cuivre qui fait 6 mètres de diamètre. Il est percé en son centre par un axe qui se prolonge jusqu'au sommet du dôme. Cet axe est couplé à la rotation d'une éolienne à tambour qui prend le vent sur le toit. Par cet ingénieux mécanisme, le disque de cuivre tourne lentement sur lui-même. Cela permet à chaque spectateur d'apprécier la scène et ceux qui s'y trouvent sous tous les angles. Le stylite y est déjà installé en tailleur, son scribe à ses côtés. Il paraît hermétique à l'effervescence qui agite le public. Il a les yeux fermés et semble marmotter dans son absence de barbe. En face de lui, sur le diamètre opposé, 2 trônes ont été disposés. Ils attendent Caracol et Sauve. Les spectateurs ont déjà pris place dans les gradins étagés autour de la scène. Les comtes palatins officient à l'entrée afin d'accorder aux aristocrates tourangeaux des places à la mesure de leur rang présumé. En raison de notre statut, on ne cesse, Golgoth et moi-même, de venir nous saluer. Cette déférence est agaçante et artificielle. Elle est le fait des nobliaux qui intriguent dans la cour de l'exarque. Golgoth, comme tout le monde, s'impatiente. Soudain, le brouhaha de feutre, étouffé par le velours des fauteuils, se déchira sur un cri. Car le page d'accueil annonça ça, lisant le rouleau qui lui avait été remis. Oyez, oyez! Permettez-moi d'introduire devant vous, noble Tourangeau, son Altesse jovialissime, le prince du Pharynx, grand-duc de Fratasie, haut-parleur, chevaliers émérites des lettres de l'alphabet, barde battleur et saltimbanque, grand rhéteur hérétique au lexique, vice-grammairien, escamoteur à 16 heures, prêcheur à la ligne, chasseur de cygnes, frimeur, phraseur, rimeur, poète pourtant, esthète du bon son et parfois même troubadour. Accueillez comme il se doit, des pieds et des mains, le moins sobre de tous les arlequins, j'ai nommé Caracol de la horde de la 9e Golgoth. Des applaudissements réservés clapotent et pétillent sur les parois de verre du palais.
Les patins des fauteuils couinent sur les lambris des gradins. Il croyait quoi, l'exarque? Que j'allais me chier dessus pour son épreuve? Me défausser sur Firost? Le laisser enfoncer sa masse de couenne à travers le fleuve en crue? Prendre pleine viande le rafalant à ma place? J'ai provoqué ce mec, ouais, recta, exarque ou pas, pas fou. Cette face de loup qui ramène sa truffe parce qu'il est nommé direct par le conseil de l'ordre ici-bas, il avait pas à geôler ce racleur qui nous a reçus. Ce type savait pas qui on était. Il nous a ouvert son bureau et il nous a pagés sur ses filets. Quoi de mal? Et même, il aurait sonné qui là-haut, dans les tours, à minuit? Ils peuvent pas approcher à 4 mètres d'une tour sans prendre un carreau dans l'épaule. Ici, c'est en haut les nobles haillons qui rotent et qui se branlent dans leur baldaquin. En bas, la roture. Juste bonne pour eux. À racler les renures, balancer des créneaux, à vivre à même le fleuve, à touiller tout train comme ils peuvent dans leur tamis. Des éclats de nib, rien, des miettes de ferraille qu'on leur achète, une coulée de gnôle. Il aurait fallu quoi? Que je gobe ma salive, pas moufter? Que je tape sur le bide du grand type en poche couleur vinasse en lui disant t'as raison, gars, fous ce brave pailleur au donjon. Il t'a même pas prévenu, le bougretot. On rappliquerait par chez toi? Peut-être qu'il voulait aussi un baise-paluche tant qu'à faire. Avec une prestance certaine dans sa robe bleu roi, le maître de cérémonie s'est avancé sur la scène. Il présente les jurés de la joute, sept érudits, la plupart barbus et très calmes, qui examinent Caracol sans mot dire. À leur côté, perché sur une chaise haute, se tient le juge de cygne, nerveux, ciselé. Il sera le garant du respect des règles langagières. Il esquisse un salut froid. Nous est ensuite présenté le scorie qui officie au pied d'un portique à socle pivotant. À son aplomb tournent des cylindres d'étain gravés de chiffres. Le scorie décomptera et inscrira le score au fur et à mesure de la joute. Enfin, prenant place sur le disque à égale distance du stylite et de Caracol, l'arbitre est appelé. Il se tient debout, il paraît fiable. Le maître de cérémonie passe aux élégances. Son Altesse l'Exarque, messieurs et comtes d'Alticcio, mes seigneurs de la Horde du Contrevent, Auguste Palatin qui nous fête l'honneur une nouvelle fois de nous accueillir dans ce palais de la 9e forme. Permettez-moi de rappeler aux nobles tourangeaux, mais aussi aux représentants de la Hanse des racleurs ici présents, les enjeux de la joute oratoire. Merci, cher. D'une nature très exceptionnelle qui va avoir lieu devant vous. Comme la rumeur publique vous en a peut-être informé, son Altesse l'Exarque, suite à un différend avec le 9e Golgoth, traceur de la Horde, a décidé de soumettre l'ouverture de l'écluse d'Hurle, qui leur est indispensable pour accéder en extrême amont à une série de 3 épreuves. Le principe en a été fixé séance tenante et la Horde ne saurait y déroger. 3 champions ont été désignés par la 9e Golgoth pour relever ces 3 défis proposés par l'Exarque. Erg Macaon, combattant protecteur, a remporté le premier. Le second a été révélé hier par le Golgoth lui-même, avec succès, dans des conditions de crue impressionnantes. Le troisième a lieu ce soir, ici même, devant vous. Il opposera Caracol, troubadour de la Horde, et celui que je ne vous ferai pas l'affront de présenter, puisqu'il est réputé très au-delà de notre cité, jusqu'à Aberlas même, pour sa grandeur et pour sa probité,
j'ai nommé Selem le stylite. On l'applaudit. Quand il a tordu le pif et ramené sa clique, l'exarque, j'ai bien cru qu'Erg allait les hacher à l'hélice. Pietro a calmé le jeu, mais ça s'est tassé aussi sec. Puis, il y a eu cette ripaille en notre honneur, au palais de mon pote Tête de Loup, où je me suis gobergé comme jamais. Ça arrivait de partout. Les gorces, du plafond à la manivelle, la volaille jetée sur les tablés, les légumes en tambouille, et roule les tonneaux, ça a gerbé dans les écuelles. Même Ergo se lâchait. C'était du gueuleton de première main, avec jongleuse et ménestrel, de la putain partout peinte aux lèvres, des trous verts entre les plats, ça beuglait bon enfant. J'étais pas le dernier à tâter les coupes, à la volée, à toucher de la touffe pas vraiment farouche, à rigoler quoi. Puis, ce pisse-froid d'exarque a demandé le silence. Une information, qu'il a dit, que l'écluse d'Hurle dépendait de sa féodalité, qu'une demande d'autorisation devrait être formulée par le traceur pour pouvoir accéder à Mont, qu'elle serait examinée dans les délais en vigueur à la cour, et tout à l'avenant. Ça a duré, je sais pas, trop pour moi, faut croire. On m'a dit que j'ai grimpé sur la table, que j'ai pissé sur la poufiasse de l'exarque. C'est pas impossible. J'étais frambouillave, je me rappelle de rien. J'ai gueulé que la Horde avait pas besoin d'autorisation pour tracer, que personne nous avait jamais bloqué un contre. Ça a pas plu. Ils ont réagi méchants, genre offusqués, on m'a dit. Et là, ça s'est foutu sur la gueule, on m'a dit. Erg, Firost et Léarque ont appuyé 5 ou 6 nobliaux à coups de chandelier en bronze. Je me souviens de rien. Au final, un comte s'est ramené dans la cohue. Il a proposé un défi pour trancher la querelle. 3 épreuves à relever. J'ai dit... Yak. C'était plié. J'ai qu'une parole. Cette joute, vous l'aurez compris, revêt une importance cruciale pour la Horde du Contrevent. Si son troubadour ne ressort pas vainqueur du duel, l'accès à l'écluse d'Hurle leur sera interdit. Ils n'auront plus d'autre choix qu'un contournement périlleux par le massif des Malachites ou un recours en grâce sans garantie d'obtention ni de délai auprès de son Altesse l'Exarque. Il n'y aura pas de recours en grâce. Il n'y aura pas de recours en grâce. On va plier votre pantin. Oui, nous verrons cela, mon ami, nous verrons cela. Rétorque le porte-parole de l'exarque. L'exarque, pour sa part, ne parle jamais. Ou alors, uniquement lorsque ces mots peuvent faire directement acte. C'est-à-dire pour prononcer une sentence, proclamer un édit ou bannir un racleur. Ce fumier reste de bois sous l'attaque, fait mine de l'ignorer et indique de la main au maître de cérémonie qu'il peut continuer. Je suis fier de Golgoth. Fier qu'il leur montre qu'on ne courbera pas le tronc devant leur noblesse putride, qui festoie et ricane en haut des tours quand les racleurs s'écorcent jusqu'à l'aubier des vertèbres pour leur fournir chaque jour leur matelas d'ascendance. Ça me débecte. J'ai trouvé un peu légère la réaction des filles hier à l'exploit de Golgoth. Alm, qui a pourtant suivi avec moi sa remontée du delta jusqu'à l'écluse d'Hurle, a eu cette remarque blasée. Et alors ? Et oui, il l'a fait. C'est Golgoth quand même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Si on en est là, c'est à cause de lui, non ? Il a juste rattrapé le coup. Grâce au ballon, j'ai pu rester à son aplomb les 4 kilomètres que couvrait le contre, de sorte que j'ai vraiment pu apprécier ses choix et mesurer la qualité de sa trace en terrain complexe. L'exarque avait, comme prévu, fait ouvrir l'écluse d'Hurle pour 1 heure. Le vent
s'est donc déversé directement dans le lit du fleuve avec une violence dévastatrice. La difficulté de l'épreuve tenait toutefois moins à la vitesse linéaire du flux qu'aux turbulences du sillage dans une zone encombrée de burons, de tours et de réflecteurs. Elle tenait aussi aux déchets solides et aux tas de sable charriés dans la coulée, lesquels multipliaient les risques de blessures. Golgoth avait choisi de mettre le plastron et les protections aux cuisses, aux genoux et aux tibias avec le casque intégral en bois, celui que j'ai conçu. Ça l'a rendu plus lourd, mais pas moins habile. Il n'a fait qu'une grosse erreur en sortie d'abri. Protégé par un réflecteur, il est sorti à contre-temps sur une salve ascendante. Et honnêtement, même à la hauteur où j'étais, ça se lisait en toute clarté au vortex de poussière qui s'enroulait derrière le réflecteur. Mais Golgoth a ignoré cette règle de base qui consiste à regarder la traîne aval avant de sortir, et il a pris en plein corps une rafale blastée. Déséquilibré, il a accroché dans un geste réflexe du bras droit le rebord du panneau d'acier et il a pendulé derrière l'obstacle. C'était très limite. Sov n'est pas du tout à l'aise ce soir, le pauvre. Je ne sens pas du tout cette épreuve de rhétorique, ni ce stylite qui dégage un vortex circulaire très égocentré, avare. Nous allons, sans plus attendre, procéder au tirage au sort de la première épreuve. Ça sera un palindrome. Me chuchote Caracole à l'oreille. Palindrome dialogué. Annonce l'arbitre d'une voix tornitruante. Un palindrome est une phrase qui, si l'on ne tient compte ni des espaces, ni des apostrophes, ni des signes de ponctuation, peut être lue indifféremment de droite à gauche ou de gauche à droite, en gardant la même signification. Par exemple, un rotor nu est un palindrome puisque, que vous le lisiez dans un sens ou dans l'autre, il présente les mêmes lettres dans le même ordre. Cette épreuve se déroule sous forme de dialogue, chaque adversaire s'exprimant tour à tour. Notre juge de signes validera la rectitude des palindromes. La notation de l'épreuve tient compte à la fois de la longueur des palindromes déclamés, de leur caractère compréhensible et de leur pertinence au sein du dialogue engagé. Le maître de cérémonie achève la mise en bouche. Auguste champion, il est temps de montrer vos talents. Par tradition, la main est accordée au champion qui se trouve le plus près de l'hélice. Célème le stylite. Vous avez donc l'honneur de commencer. Il se concentre de longues secondes. Pas un son ne raye le cristal d'attente. Enfin, il lâche son premier carreau. Engage le jeu, que je le gagne. Le juge de signe presque immédiatement a levé son drapeau bleu pour valider le palindrome. J'entends derrière moi au premier rang une comtesse lettrée stipuler qu'il s'agit d'un départ classique, d'une ouverture presque banale, comme on peut en recenser aux échecs. Mais je reste sous le choc de l'équilibre et de l'à-propos de la phrase. C'est à Caracole de répondre. Ça démarre très fort. Je ne sais pas ce qu'il va faire. La mesure ruse mal. Des bravos enthousiastes. Salut illico Sariposte, merci. Ils viennent surtout du haut des travées où sont agglutinés les racleurs invités et de jeunes tourangeaux forts en gueule qui semblent avoir déjà choisi leur camp. Tant mieux, mais le stylite réplique sans attendre. L'âme sœur, elle, rue, Osbal. Aïe, 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 il utilise une technique que j'ai lue. Il ouvre en son centre notre palindrome pour l'agrandir et surenchérir, ainsi avec élégance et non sans efficacité. Ah. Le rythme s'accélère très vite. Chacun essaie de suivre. Le juge de signe valide, il paraît suivre de justesse.
Les yeux des jurés s'allument sous la tournure que prend la joute. Je demeure incapable de mesurer la difficulté du jeu à cette vitesse. Ergue immigré, ergue en nègre, vos sauves. Le traceur à la rue, cartel. En nos repères n'insère personne. Le serton ici, votre sel? Tâte l'état, c'est Et- sec. Léger regel? Saper ses repas. Semi-hauteur, oh mal. La morue tu aimes. Un léger flottement suit notre réplique, mais le juge valide. Eh, ça va la vache? Rat. Avatar. C'est sec, ta bête te bat. Et si l'arôme des bottes révèle madame, le verset obsède, moraliste. L'arôme moral? Ému, ce dessin rêve, il part natter ce secret entraplié vernissé d'écume. Et tu le démêles, ces lemmes de lutte. Ici, non. Tu l'as, ressac, avalé? Crac, car cela va casser. Salut. Sniff. À la fin, S. Élu, aimé, jeté, ô poète, je miaule. Ah, élu, ça. Je trace l'écart, éjacule. Ah. Rupture de lien. Un arc élève le reste et se révèle l'écran. Une île de rute pure. Mon nom. Oh là, caracole, va à vélo, caracal. Mon nom. Oh, Mon nom. ressassé, carac, ressassé. Oh, cela te perd, répéta l'écho. Dire dans quelle mesure Caracol improvisa ses laisses, dans quelle exacte mesure il s'inspira des pauvres mots tracés sur ma tablette, ou s'il les tira d'un fond constitué par de verre luire, je serais incapable. Toujours est-il qu'il n'avait jamais utilisé le moindre palindrome devant la horde et qu'il répugnait, c'était ma conviction, aux aspects les plus sottement spectaculaires de la technique langagière, lui préférant la prose libre. Restait que sa prestation avait enthousiasmé la salle. Ce qui me rassurait beaucoup parce que cette réaction signifiait de la part des connaisseurs que le fait de n'avoir pas été écrasé d'entrée dans un exercice manifestement taillé sur mesure pour le stylite annonçait à leurs yeux une joute serrée, plus serrée en tout cas qu'à l'ordinaire. Quel tétard! Lâcha Golgoth très fort en s'approchant de nous. Il nous dégobille une tambouille gourmachée 1000 fois. Il provise que dalle. Ce tas de pu passe sa putain de vie bloquée sur son plot à se secouer les grelots dans la tronche et il te pond au presse-jus 3 bouts de phrase à l'envers sans queue ni fête et qu'il ressort à la 6-4-2 la bouche en nouille. Et on veut me faire croire que ce piafeux est un cadre de la rime. Par le contrevent en carac, broie-moi cette face de cul. Te laisse pas empaumer, tu vaux 10 fois ce mec. Les épreuves techniques le favorisent, Gogo. Reste tranquille. Pose tes os et aspire par le nez. Je le laisse prendre de l'avance aux 2 premières épreuves pour pouvoir choisir la 3e. C'est tactico-tactique, capitaine. J'ai trouvé très beau que tous les racleurs aient tenu à assister au défi de Golgoth à l'air libre et non par les meurtrières de leur buron. Il y en avait tout le long du parcours, par grappes, derrière chaque tour et sous les panneaux des réflecteurs. On entendait, de la nacelle du ballon, leurs cris d'encouragement et leurs conseils. Certains ont même essayé de le suivre. Et un racleur y est parvenu pendant 2 kilomètres, en prenant une trace différente du god d'ailleurs. Son altercation avec l'exarque pour la défense d'un des leurs a certes contribué à sa très forte popularité. Mais au-delà, existe de toute façon une affinité profonde entre eux et nous. Pour eux, voir évoluer le 9e Golgoth en contre, devant leurs yeux, dans leur univers familier, avait quelque chose d'unique et de fabuleux. Ça restera un événement magique qu'ils n'oublieront jamais. Nous avons passé la nuit entière en bas, dans la carapace, leur auberge enterrée, à faire la fête avec eux. Et leur enthousiasme m'a bouleversée. Rarement avais-je ressenti une telle admiration, aussi sincère ni aussi fraîche. Leurs prunelles scintillaient, les jeunes filles ne me quittaient plus. Il y avait un cercle autour de chaque ordier. Même Aoi, qui parle si peu, avait une cour énorme autour d'elle. Golgoth rayonnait. Il faisait plaisir à voir.
Horst a parlé pour la première fois de la mort de son frère. Les gens pleuraient, venaient le consoler. On a raconté toute la flaque de Lapsane, le combat de Tejerka face au corroyeur, la tour Fontaine, le siphon, l'îlot Méduse qui a tué Barbac, la loutre de Svéziest, même l'arrivée dérisoire à Shawandassi. Ici, ils sont informés de rien. Les courriers de Laval envoyés par les cerfs-volants autoporteurs sont interceptés par les services de l'Exarque à l'entrée du delta. Les voyageurs de marque ne descendent jamais dans le Fleuvent. Ils sont reçus dans le confort des tours, puis ils repartent à Val ou fil oblique. Je suis repartie au petit matin, avec dans la poche plus de 50 vœux pour l'extrême amont. Ils sont gravés sur des plaques en or brut, longues comme un doigt. C'est une folie au regard de ce qu'ils gagnent. Ça va s'entasser dans le traîneau avec les autres. Il y en a déjà pour plus de 20 kilos de métal. Bien que nous en ayons fondu pour faire des hélices ou des armes depuis le temps, avec Sauve et Pietro, nous avons gardé, que dire, les meilleurs, les plus émouvants, les plus beaux. C'est une vieille croyance contre laquelle nous ne pouvons rien. Celle de croire que qui atteindra l'extrême amont pourra exaucer son vœu intime et aussi tous ceux qui le portent. Je peux même pas dire que moi-même je n'y crois pas. Alors je prends de ces cartouches en or. Il y a tellement d'espoir en ceux qui vous les confient. Je ne promets rien, je dis merci. Souvent je les garde une semaine dans ma poche et je les lis le soir avec Sauve. Il aime bien. Après décompte, voici les résultats de la première épreuve. Sélem, 32. Caracol, 23. Ouh. C'est un peu sévère, non? C'est normal, Sauve. J'ai fait une petite faute d'inversion et j'ai patiné sur mes 2 derniers palins. Il n'y a rien à dire. La deuxième épreuve va porter sur monovoyelle en haut. Je rappelle la règle. Les champions ne peuvent utiliser qu'une seule voyelle dans leur laisse. Cette voyelle est donc le O. Dans aucun des termes employés ne peuvent figurer de A, de E, de I, de U ou de Y. Chaque incartade est pénalisée d'un point accordé à l'adversaire. La notation tient compte de la rectitude syntaxique, pondérée 4, de la qualité de la phrase, pondérée 3, et de la pertinence des répliques, pondérée 2. Attention aux répétitions, comme pour la première épreuve, les laisses sont dialoguées. La main est à Caracol. Quelque chose me chiffonnait, sans que je puisse le définir avec précision. Il y avait ce public trié sur le volet, public de lettrés, de nobles en quête d'exaltation littéraire et de religieux vétilleux, avec une poignée de tacleurs invités pour faire pièce. Leur attention brillait d'une étincelle malsaine. Leur rire était entendu et distancié, aucune indulgence. Une admiration équivoque, prompte à railler la moindre faiblesse. À qui l'aurais-je dit? Et à quoi bon? Mais l'incident du festin et les excès de Golgoth ivre, il m'était venu à l'esprit le lendemain qu'il avait pu être provoqué. Que Golgoth aimait boire, la bande de contre tout entière le savait, qu'il était facile de piquer son orgueil, qu'aucun levier n'était plus efficace. Une once de psychologie suffisait à le deviner. Et cette cohue, l'intervention de ce comte, la rapidité avec laquelle il avait jeté le gant au nom de l'Exarque, l'idée déjà très élaborée du défi qu'il avait proposé, impromptu. Mascarade? Scène répétée et jouée? Les 2 premières épreuves ne pouvaient guère être faussées. Elles dépendaient d'actions claires, pas d'une notation de juré. Celle-ci peut l'être par le tirage au sort déjà, par l'arbitre, par les jurés. Et si c'est le cas, quel recours aura-t-on? Personne dans la horde, à part Sauve, n'a les aptitudes techniques pour apprécier l'honnêteté des notes attribuées. Ô Sauve, ô mon Golgoth, osons donc, proposons, fonçons, go.
Dosons long nos solos d'or blond. Ponçons nos bortes oblongs. Roc, dont sont fort clos nos donjons. Vos donjons, lord, font rococo, fjord trop profond, loch, port, plot, ponton, bof. Fronton nord, Tolos, porteurs monoblocs sont trop gros. Fort trognon, Bosco. Vos propos, Rodomont, font corps, font bloc. L'oste-saut sort donc son moloch. Bon, Mon front tord vos troncs, vos mojon. nos socs ont donc tort. Tonton, nos flocs, tonton. Nos fonds, kobold, nos stocks d'eau, nos docks d'or sont des dons. Faute. L'article D contient un E. Un point pour Caracol. Golgoth est debout. Ouais, ouais, ouais. Golgoth est debout sur son fauteuil, il exulte. Caracol profite du brouhaha pour relire ma tablette. Il saisit l'occasion au vol de prendre le trait au nez et à la barbe de Sélème. Stop, mon cochon, mon porc, trop snob, stop. Ton pognon coron. Dors donc, hop, dodo. Ton polochon coton, vos cocons, vos ronrons, ton confort sont vos lots. Roc, dos, folle, lof, croc, choc, sont nos sorts, sont nos corps, morts au complot. Faute. Mort au complot. Le O contient un A et un U. Seigneur Caracol, 2 points pour Sélème. Vos flocons fondront tôt hors sol. Vos flonflons prodomo font flop. Flop, floc, ploc, sont rototo, grosso modo, non, rotoc, dont vos bocs sont grognons, prononçons nos mots font troc. Hoc, lors nos boxos ont bon don. Bon nom donc, hein. Non, mot torchon. Mognon, mon colon, Sauve donc pont. Golgoth, mort ton froc, sauve pont. Confrontons. Vos os sont fort féconds. Faute. 1 point pour Caracol. J'efface en malaxant des pouces sur l'argile au fur et à mesure les mots employés, mais je ne parviens pas à en trouver de nouveaux. Sauve. Consommons nos rognons, tronçons, totons, lorgnons. Sortons son gros mot. Volvox, gnomo, stolonvon. Do, sol, do, hop. Composons prompt. Mon bro, ton boc, tosson. Grog, scotch. Les battements rapides du gong qui annonçaient les 10 dernières secondes retentirent au mauvais moment. Gong, ton pot, troll poltron, clodons nos propos. Rompons. Ouais. Les jurés délibèrent pendant quelques minutes, puis le décompte s'afficha sur les cylindres d'étain actionnés par le SCORI. Sélème, 26. Caracol, 21. Ce qui portait le score total à Sélème, 58, Caracol, 44. Une vraie douche. J'étais déçu, désemparé, j'avais fait de mon mieux pour graver sur ma tablette le maximum de mots. Caracol les avait saisis au vol et ajustés les uns les autres, telle une marqueterie de pierres sèches. Le nombre de points de pénalité était identique de part et d'autre. Et au final, on se retrouvait avec 5 points d'écart. Le sifflement qui déchirait les velours du palais confortait mon sentiment d'injustice. Dès le début, dès le début pourtant, je ne m'étais fait aucune illusion. J'avais anticipé que les jurés seraient favorables aux stylites. Au mieux, pour ne pas déplaire à l'exarque. Au pire, par partialité personnelle. Pour gagner, il ne suffirait pas d'être le meilleur. Il faudrait être spectaculairement supérieur. Et Caracol en était le premier conscient. Joli boulot, sauve. Grâce à tes vers d'eau, ma poésie n'a jamais souffert de la soif. Ça n'a pas suffi, Carac. Ça a suffi. Il a été dominé, ça se sentait à son vif. Son flot hésite, il recule dans ses certitudes, il se fragilise. Il sait à présent qu'il peut perdre. C'est tout ce que je voulais obtenir. À présent, la vraie joute commence pour lui. À bien y réfléchir, Golgoth n'a qu'une science honnête des écoulements.
Il manie les 8 principaux types de contrevent, connaît les variantes essentielles des 6 formes, il s'est dessiné une trace théorique à partir d'une carte de Talweg. Pour le reste, la mécanique des fluides, les signatures turbulentes dans les sillages instationnaires, les écoulements détachés et rattachés selon le profil des corps et l'incidence du flux, les bords d'attaque et de fuite, toutes les finesses de l'aérodynamique théorique l'indiffèrent. Beaucoup dans la Horde en ont depuis longtemps conclu qu'il contre à l'instinct. Simple question de sang, d'hérédité. Chaque fois que je lui demande cependant sur un contre précis pourquoi il a choisi cette trace, il me donne presque toujours une réponse argumentée. Lapidaire souvent, mais sensée. Non, ce qu'il sauve, ce qui en fait un traceur de haut niveau, perfectible à mon sens, mais très solide, n'est pas l'instinct. L'instinct, ce serait plutôt Arval. Lui possède un contre proche de la magie animale. C'est cette confiance qu'il a dans le vent, comme si le vent abrupt même, à spasme, à sursaut, le vent sauvage ne pouvait l'estropier. Le tuer, oui, mais ça, justement, il y est prêt. Golgoth ne théorise pas. Il ne raisonne pas en termes de risque ou de probabilité. La mort possible, il l'a acceptée une fois pour toutes dans son face-à-face avec le vent. À cause de son frère, sûrement. Sa façon d'aller chercher la bagarre au cœur du flux, de mettre son corps en proue, d'appuyer en frontal comme hier dans les zones à découvert, d'oser ses traces droites amont quand l'économie musculaire préconiserait d'abattre, de chercher l'abri, puis de l'offer progressivement en attendant l'accalmie, il la tient d'une forme de fusion avec l'élément air, d'un corps à corps confiant. Laide, certes, sa charpente trapue, un tronc en quille aérodynamique, mais surtout, on l'oublie trop, des appuis excellents sur toutes les surfaces. En partie grâce à cette manie de kicker le sol à chaque pas, en partie par son centre de gravité très bas, en partie parce que, face aux rafales, il se laisse aller juste ce qu'il faut pour ne pas suranticiper les turbulences, si bien qu'il gîte peu et corrige en coulée. Un signe qui ne trompe pas. Notre tradition veut que le perdant ait le privilège de choisir la dernière épreuve de la joute. Monseigneur Caracol, quelle épreuve choisissez-vous? Je choisis style libre. Quelle variante? Solo sur syllabe, par strophe, avec réplique alternée. En combien de manches? 2 manches en syllabes choisies, plus une 3e manche en pure cavale. Vous choisissez donc cette forme résolument moderne que nos sophistes appellent le Capizzano. Eh oui, précisément, maître. Bien, c'est un choix fort courageux. Votre Altesse, Messeigneurs Tourangeau, chers racleurs qui nous honorez de votre présence nombreuse, je vous demande pour cette dernière épreuve de la joute qui oppose nos 2 champions la plus parfaite attention. Le retard pris par le troubadour de la Horde s'élève désormais à 14 points. L'épreuve finale se jouera donc sur son choix exprès en capizzano. Le choix de la première syllabe est choix au stylite. Je rappelle que cette syllabe doit apparaître aussi souvent que possible dans les strophes, selon le principe du capizzano, tout en pesant aussi peu que possible sur l'élégance générale. Stylite Selem, quelle syllabe choisissez-vous? Fou. Fou, la syllabe fou. Oui. Soit, la main est à Caracol. Oui, je rime à la foudre, à la fougue, sans garde-fou, je fourbis mes lames, et déjà tu bafouilles, tu cafouilles et tu blâmes. Pour répondre à tes échauffourées, j'agite devant toi le foulard. Cette joute n'est pas un défouloir. Si tu cherches le coup fourré, tu te fourres le doigt dans l'œil. Je ne me laisserai pas bafouer si ta langue fourche,
Gare à l'écueil, car mes laits se sont fouillés. Foutaise, fourbe, foutraque, tes laisses sont rouillées et ta pompe foulante refoule du goulot. Redis donc que ta bafouille et prends ça de plein fouet. Mon nom est Caracouille et je te l'enfournerai. Ces strophes me rappellent les clafoutis. Flan fourre-tout, gâteau fouillis, propre aux jeunes foutriquets, enfourchant leurs sonnets pour une simple foucade et cherchant l'estocade à califourchon sur leurs chansons. Quoi que tu foutes, fouille motte, foule crotte, j'en foutre du flot. Je n'aime pas ta prose à petite foulée, je ne goûte pas tes poses, ta gueule de gorfou huppé. Qui te fournit ton fourrage sur ta colonne foireuse, tes fagots d'assonance, tes petits fours en nipalage? Qui te les fourgue pour ta jactance, sinon la foule dévote et douteuse? Respecte mes fournisseurs ici, troubadour, et ne te fourvoie pas. Ce sont les foulques et les fourmis. Je bats ma coulpe devant toi. Qui te fournisse, fouchtra. Je sors ma lame du fourreau et cette flamme de ma glotte remballe ton fourbi falot, car mes mots brûlent. Parpaillote. Pape des fours, pieds fourchus, sont mes surnoms d'alquifou, puisque ma fournaise d'ange déchu forge ses strophes d'or fou. Approche donc, bonze fourbu, cotisons, je te fouaille. Si tu braises dans mon bronze, ne jouis pas des fourrailles. Lorsque la maillotche s'abattit sur le gong, une clameur roula du tube d'écoute et se déversa dans le dôme. C'était la bronca des racleurs galvanisés. La verbe de Caracol, la longueur de ses laisses, son style, tout portait. Pour eux, j'entends. Point pour les jurés, dont certains avaient froncé les sourcils sous la vulgarité de certaines avanies. Le score était désormais totalisé manche par manche et il s'afficha plutôt vite sur les cylindres. Célème 68, Caracol 56. Nous n'avions repris que 2 points. J'ai décidé d'assumer mon rôle de conseiller. Méfie-toi, Carac. Les jurés n'aiment pas trop les coups bas. Reste dans un registre élevé, comme pour ta dernière strophe. Joue l'ironie, sois moins trivial. Message reçu, les cuillères. Rac. Il m'a énervé avec ses vers graisseux. Monseigneur Caracol, c'est à votre tour d'élire la syllabe qui rythmera la seconde manche du Capizano. Que choisissez-vous? Je choisis la syllabe car je suis... Caracol! Ouais. Ce fut au premier couplet de cette deuxième manche que je commençai à sentir possible une victoire. L'affrontement avait été jusqu'alors de très haut niveau et, sans être spécialiste de rhétorique, j'en savais assez par ma formation d'aéromètre pour mesurer l'intensité de la concentration qu'il leur avait fallu soutenir. Caracol, lui, tirait un profit rare de l'énergie ambiante, des rires du public, des frissons d'excitation qui parcouraient la salle. Son vif s'en amplifiait. Il dégageait une fluidité charmante et graduellement moins saccadée. Caracol va faire carpette devant mes vers escarpés. Il restera face à ma harpe, muet comme une carpe. Tes cadences ont des carences, ta caravelle manque d'ailes. Tant pis pour toi, tu perds le temps. Excuse pour cet écart à ton ego, mais l'ascaris troue l'escargot. Yo. Je suis Caracol, le caracal, sphinx, lynx, serval. J'ai le verbe carnassier, le mordant, la dent dure, sans carie ni caresse. J'ai la vitesse et la carrure. 4 justes mi-bécard, je contrecarre et je t'ajuste. Carré d'as, carré de roi, cœur, trèfle, carreau, j'abats mes cartes, je creuse l'écart, je crois. T'as rien dans la carafe, plus de son dans le carillon, alors tu cafouilles et tu piaffes, caribou, belle qui veut du son. Alors apprends, manchot, caracol, ris du caritatif. Il va te laisser sur le carreau d'arbalète, car il a le verbe hâtif. Tu caricatures mon caractère, tu provoques moult escarmouches. Car je rime à coups de sphincter et j'ai plus de en cartouche que toi de mots en phylactère. Toi, tu jases et tu jactes des phrases sans impact. Tu parles en matelot de... Mais où est donc ornicar, stylite? Est-ce là une incartade? J'attends des fugues et ritecari, et je n'entends qu'un ocarina, la mascarade désincarnée d'un pâle briscard incarnat. Tu parles en matelot de car, ton cargo carèle en calcèche. Je suis le quartier maître d'une barcarolle sans vacarme. Prends place dans ma caraque, ma caravane douce et calme. Tu caresses et tu câlines, tu caramélises les sons, tu carambouilles et tu babilles, sans rime aucune ni raison. Ton escarcelle n'a pas de bille, stylite à tort déifié. T'es qu'un tocard qu'écarquille la peur panique du brancard, un scarabée ascarifié que j'écartèle adagio. Quartier de Barbac, hip, Carpaccio.
Heureux qui offre aux cardinaux des manteaux de caracu et des camailles en carmeline. Mais toi, offres-tu des carlines? Et quel est ton écu? Moi, j'offre des caracos, car je suis caracole, et mes cariatides ont des seins et un cul. Le stylite, pourchassé, aligna un nouveau couplet mollasse. Le sablier était presque vide. D'un bond, je me levai pour dire à Caracol de s'approprier la totalité du temps restant afin d'avoir le privilège du dernier mot. Je crois, carne rare, carré sur ta colonne de carrare de 4 mètres carrés, qu'il est temps de carguer tes voiles. Mais les bouts, faire le tatouage, fuit en carriole. Youhou, carapate, vite, calte, décolle. Ta carapace à 3 carats vaut pas un caramel. Je suis Carac du flot, le carrousel naval, le carnaval à rime et à rondelle, l'aéromètre du maître et du verbe bancal qui t'emporte au carrefour, puisqu'il te carambole au seul point cardinal où ta carrière s'éteint et fait... Où ta carcasse s'étale, lâche ton cartable carmélite, ton carrelage se délite, carpe diem et détale. Le sablier cessa de couler. L'arbitre s'apprêta à reprendre la parole, mais notre troubadour, d'un geste impérieux, l'arrêta. C'est le carnet du carnage, écarlate et carmin. La rupture du cartilage, Escar du cœur, tête au carré, je te tranche la carotide. d'un seul mot, Quick.